Bonjour, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Au lendemain du premier tour des élections régionales, nous revenons ce lundi sur les résultats et les réactions en Bretagne. Pour nous éclairer sur le sujet, Marcel Kiviger, directeur de la rédaction du Télégramme, et Olivier Clèche, rédacteur en chef de TBO. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Nous n'oublierons pas pour autant de parler de sport. Ce sera avec vous, Ludovic Jean. Bonjour Pauline, et puis quelque part on restera dans l'actualité puisqu'on parlera élimination et qualification à l'occasion du 8e tour de la Coupe de France avec l'élimination surprise du Stade Bressois sur le terrain de Saint-Brieuc. On en parle tout à l'heure, ce sera dans l'instant sport. Mais tout d'abord, place à la politique et le premier tour des élections régionales qui se déroulait ce dimanche. Alors en Bretagne, c'est donc la liste socialiste menée par Jean-Yves Le Drian qui arrive en tête avec 34,9% des voix. En deuxième position, la liste Les Républicains menée par Marc Le Fur avec 23,4% des votes. La liste Front National de Gilles Pénel arrive en troisième position avec 18,1% des voix. Et puis en quatrième position, c'est la liste régionaliste de Christian Troidec qui obtient 6,7% des voix. Dans le Finistère, le score du Front National est moins important que sur la région et Christian Troidec passe la barre des 10% dans le Finistère avec 10,6% des votes. Alors le grand gagnant de ce premier tour, c'est bien sûr Jean-Yves Le Drian. On l'écoute, il réagissait ce dimanche, quelques minutes après les résultats. Le résultat de ce soir nous conforte. Mais il faut une mobilisation très puissante au second tour pour que la Nouvelle-Bretagne, la Bretagne de la confiance, soit en marche. Je voudrais aussi vous dire, au-delà de vous, Bretonnes et Bretons, que nous avons vécu des heures terribles qui ne peuvent que nous inciter, nous tous, à nous rassembler. Je l'ai dit maintes fois depuis le 13 novembre, la démocratie est la plus forte des ripostes contre le terrorisme. Et c'est aussi la plus forte des ripostes contre les extrémismes. J'appelle donc tous les Français, et bien évidemment tous les Bretons, à prendre leurs responsabilités et à voter massivement dimanche prochain. Voilà, Jean-Yves Le Drian qui a donc obtenu un score très fort. C'est malgré ou grâce à sa non-compagne, Marcel? Je crois qu'il a une telle puissance aujourd'hui. Jean-Yves Le Drian, c'est un éléphant socialiste. Vous savez, il y a quelques années, on parlait des éléphants socialistes. On est devenu un. Il a une stature nationale incontournable. C'est l'homme de référence aujourd'hui en France avec Cazeneuve. C'est l'homme qui sécurise. C'est l'homme qui mène la guerre. Et il a une puissance importante. Ça fait 10 ans qu'il dirige la Bretagne. Ces 5 dernières années, il la dirigeait directement de son poste de ministre à Paris. C'était lui le vrai patron de la Bretagne. Il a même pas eu besoin de faire campagne. Il a une telle puissance. Il a fait une alliance assez maligne avec certains centristes, il a fait une alliance assez maligne avec des écologistes et avec des mouvements régionalistes, donc il a pris tout le spectre politique qu'il pouvait prendre, et puis sans faire campagne, par son seul nom, sans même le besoin d'arpenter la région, et bien il fait un score qui écrase ce premier tour et qui va le faire réélire une nouvelle fois pour 5 ans. On voit que Jean-Yves Le Drian est un fin tacticien et il le prouve encore avec ce discours de rassemblement. C'est un peu le père du peuple breton, la personne qui rassure, qui parle de confiance et on voit aussi qu'il reste prudent. C'est aussi quelqu'un qui garde la tête sur les épaules, qui appelle à voter massivement pour le second tour parce qu'il sait que rien n'est jamais gagné d'avance, même s'il a une confortable avance, mais voilà, on voit effectivement toute l'habileté du personnage et l'expérience. L'expérience est un animal politique, comme l'on dit, mais qui a le cuir très épais. Alors dans l'actualité ce lundi, on note que René Louaille, la tête de liste des Verts, et Jean-Yves Le Drian étaient en discussion pour un report des voix. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs Olivier? La question, c'est de savoir si les écologistes sont vraiment en situation, en position d'exiger quoi que ce soit. Je pense qu'ils vont devoir se contenter de ce que la majorité sortante va bien vouloir leur donner. On verra quelle est l'issue de ces discussions, mais je pense qu'ils vont devoir se satisfaire un petit peu de ce qu'on leur proposera. Alors le gros échec de ce premier tour, c'est pour les Républicains. Grosse déception pour Marc Le Fur qui a obtenu seulement 23% des voix. On l'écoute, ce lundi après-midi, il répondait à Anne Burlot à Quintin dans les Côtes-d'Armor. C'est vrai que les résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances, mais également ils ne sont pas à la hauteur des enjeux. On a sorti complètement la Bretagne du débat.
les deux autres listes ne parlent pas de la Bretagne. Je constate que la liste de M. Le Drian évacue complètement le sujet breton, esquive le débat, ne fait pas de propositions concrètes. On nous parle de la situation internationale, du Moyen-Orient, etc., mais on ne nous parle pas de la Bretagne. Je constate que la liste de M. le représentant du Front National utilise des slogans qui pourraient être utilisés dans d'autres régions. Ce qui est sûr, c'est que le ministre de la Défense, il était en permanence à la télévision. Le matin, le midi et le soir, par l'intermédiaire des petites lucarnes, il rentrait chez les particuliers sur des sujets extrêmement sensibles, ceux de la sécurité. Et donc des gens ont mêlé tout cela et ont oublié un peu la vraie finalité de cette élection, qui est une élection régionale. Nous serons sur le terrain dès demain, mardi, mercredi, jeudi, en réunion le soir, sur le terrain durant la journée, de façon à convaincre les ultimes hésitants, de façon à parler aux régionalistes, qui ne pourront plus être présents au deuxième tour, mais sachons dire à ces régionalistes que nous prenons en compte les préoccupations des Bretonnes et des Bretons, et nous avons d'ailleurs sur notre liste des régionalistes. Nous allons également nous adresser aux abstentionnistes, nombreux, très nombreux en Bretagne. La politique, c'est l'art du rebond. Il faut savoir tenir compte des difficultés que l'on traverse et essayer de rebondir. C'est en tout cas l'état d'esprit dans lequel sont tous nos candidats, dans les différents départements bretons, et c'est pour cela que dès maintenant, et dès demain en particulier, nous serons partout. Voilà, donc Marc Le Fur déçu. Olivier Clèche, sur quoi s'est jouée la défaite des Républicains en Bretagne? Alors, je crois que les causes sont multiples. Marc Le Fur lui-même, d'ailleurs, évoque le fait que le débat, comme on a pu le dire, a été confisqué par l'actualité nationale, que les candidats, ses concurrents, ont parlé d'autre chose que de vraies problématiques régionales et des compétences de la région. Ça, c'est un fait. On peut aussi se poser la question de la personne et du casting de l'opposition de droite. Rappelons-nous quand même qu'il y a eu un échec avec Bernadette Malgorn. Là, il y en a un deuxième. Ça repose, si toutefois cette question avait disparu, ça repose la question d'une reconstruction de la droite bretonne qui, là, montre bien qu'elle n'a pas aujourd'hui les personnes probablement capables de lui faire remporter une victoire décisive face à la gauche. Marcel Killiver. Oui, je partage cet avis, d'autant plus que la droite n'était pas unie cette fois-ci. Il ne faut pas oublier que les centristes, des voix centristes sont passées pour appeler à voter Jean-Yves Le Drian. Et on a entendu tout au long de la campagne des grands patrons dire qu'ils voteraient pour Jean-Yves Le Drian, qui était une sorte de VRP de la Bretagne. Donc on voit que la droite n'était pas du tout unie dans cette élection, et c'est sa faiblesse. Et je crois que la Bretagne manque, comme le disait Olivier, d'un leadership incontestable, de dimension sans doute nationale. Il y a un problème de leadership en Bretagne depuis maintenant longtemps. Madame Malgorn ne l'était pas, et ça fait un moment que la droite bretonne se cherche un leader, en fait depuis Méignery. Alors vous parliez, Marcel, des grands patrons, des entreprises qui soutiennent Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian était d'ailleurs ce lundi soir chez Piriou à Concarneau. Il sera chez Doux ce mardi matin. On vous en reparle évidemment. Alors par contre, le Front National, qui a certes réalisé en Bretagne son pire score par rapport au reste de la France, a tout de même triplé son score dans la région depuis 2010. On écoute la réaction de Gilles Pénel, chef de file frontiste en Bretagne. C'était sur le plateau de nos confrères de TVR 35 dimanche soir. Nous sommes dans une dynamique qui est aussi nationale, il ne faut pas l'éviter, faut le dire, qui joue aussi sur la Bretagne. Et dans une dynamique, nos électeurs vont se mobiliser fortement. Je pense qu'il y a des quartiers populaires où j'étais tout à l'heure qui se sont encore beaucoup abstenus. Et voyant la présence du Front National au second tour en triangulaire, avec des chances d'avoir de très nombreux élus, ils vont se mobiliser. Donc je pense que nous allons progresser, comme d'ailleurs nous l'avons toujours fait un peu dans ce scrutin au régional. Et dans quel objectif vous allez progresser, certes, mais de combien? Écoutez, quel est votre objectif? C'est bien évidemment le maximum. Je pense que nous dépasserons les 22-23% au second tour, et pour être le principal groupe d'opposition à la politique de Jean-Yves Le Drian s'il gagne. Alors on note aussi que dans certaines communes finistériennes, le Front National dépasse les 25%. Alors c'est le cas à Trésilidé avec 28,4% des voix pour le FN, Argol avec 28% ou Lanneufrette avec 27,7%. Bon, c'est quand même des communes de moins de 800 habitants. Olivier ou Marcel, comment analysez-vous cette montée du Front National en Bretagne, Marcel? Je crois que c'est une montée qui, la Bretagne est comme la France entière, c'est-à-dire qu'il y a une poussée du Front National, le tripartisme s'installe, c'est un fait nouveau dans la vie politique française. On est dans une société tripartite, ça change
change les choses. Hein. Les 3 partis, c'est totalement différent que 2 partis. Et on voit que le Front National a beaucoup poussé aussi en Bretagne. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est la comparaison des 2 cartes, entre la carte du Front National et la carte du vote pour Christian Troadec. Ces 2 cartes, elles se superposent. Si vous mettez la carte de Christian Troadec au-dessus de la carte du Front National, vous faites les deux en même temps, vous avez 22 à 23% des voix. Ça veut dire que Christian Troadec a pris des votes au Front National, et le Front National, sans Troadec, il est à 23% des voix. Il est quasiment au même niveau qu'au niveau national. Olivier. 2 choses. Moi, je crois qu'un phénomène frappant, c'est l'accélération, si je puis dire. C'est-à-dire que vous avez souligné qu'il triplait son score entre 2010 et 2015. C'est-à-dire qu'en l'espace de 5 ans, il fait 3 fois mieux. Ça montre quand même que c'est un phénomène qui n'est plus accidentel ou qui n'est plus exceptionnel, mais qui s'installe, comme le disait Marcel. La deuxième chose, je crois qu'il y a des amortisseurs en Bretagne qui ont fonctionné pendant plusieurs décennies par rapport à ce que l'on constatait dans le reste du pays, qui sont peut-être un peu moins opérants maintenant, et ce sont des questions de fond que les différents leaders politiques, quel que soit le bord, vont devoir analyser, mais vraiment de manière très, très approfondie, je pense, pour essayer de comprendre les ressorts de cette évolution. Je crois qu'il y a un constat qui peut être partagé à l'échelle de tout le pays, mais qui vaut aussi en Bretagne, c'est que quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, quoi qu'on veuille en penser, le Front National fait partie du jeu aujourd'hui, fait partie du jeu démocratique. On ne peut plus considérer qu'il est uniquement aux marges ou extérieur aux marges de la République. Ça serait un déni de réalité. Et ça aussi, c'est un paramètre que les différentes tendances politiques vont devoir prendre en compte pour adapter leur discours et peut-être surtout apporter des réponses concrètes à tous ceux qui ont voté pour le Front National. Et il y a une raison pour ça. Ce qui est frappant aussi, c'est la carte du vote Front National. Quand vous voyez qu'à Rennes, le Front National est à moins de 10%, et que dans les communes rurales du centre-Bretagne, il est à 16, 17, 18, 22, 23%, il y a bien un vote différent entre les urbains et les ruraux. Et la carte du Front National s'est déplacée. Avant, elle était sur les côtes, sur les communes bourgeoises, comme Bénodet, comme Crozon. Elle est dans les campagnes. Elle est maintenant dans les campagnes. Donc il y a un phénomène qui va en ampleur et en profondeur. Alors, Patrick Le Fur, tête de liste film du Front National, évoquait ce lundi midi la suite des actions. C'est au téléphone avec Julie Sicot. J'ai donné consigne à tous mes adhérents, mes militants, d'être sur le pont. Hein. Nous allons battre la campagne, nous allons continuer à nous mobiliser sur les territoires isolés, mais aussi dans les quartiers des villes où la population s'est abstenue aussi avec un grand potentiel. Il y a des gens qui vont certainement nous rejoindre une fois que tous les partis entre guillemets satellites ne seront pas là, ils seront pas là au deuxième tour, donc nous aurons certainement des gens qui vont venir de ces petits partis tout à fait respectables certainement, mais qui étaient plutôt un vote contestataire, et puis en fin de compte nous sommes la seule alternative à l'UMPS. Alors Marcel Kivigère, est-ce que le FN a vraiment des réserves de voix encore? L'objectif du FN, c'est d'atteindre 20-22%, ils sont à 18%, oui, c'est pas impossible. Et puis du côté des régionalistes, justement, on en parlait tout à l'heure, Christian Troadec n'atteint pas donc la barre des 10% qu'il s'était fixé pour objectif. On écoute sa réaction dimanche soir après les résultats au micro de Christophe Boucher. Un peu déçu parce qu'on s'était donné pour objectif de dépasser la barre des 10. On nous donnerait à peu près entre 7 et 8, sans doute 7,8% au soir de ce premier tour. Donc évidemment, on aurait préféré atteindre les 10% qui nous auraient permis de pouvoir nous maintenir. On vient la 4e force aujourd'hui politique en Bretagne, devant le Front de gauche et les écologistes. Donc ça nous mène aussi à une responsabilité maintenant de poursuivre le travail. Et on donne dès à présent déjà rendez-vous à tous nos militants, à tous ceux qui nous ont fait confiance sur cette élection, pour préparer l'avenir. Et une force, je crois, régionaliste est née en Bretagne désormais. On laisse les électrices et les électeurs qui nous ont fait confiance libres de leur choix pour le second tour. Ils savent très bien ce qu'ils ont à faire. En tout cas, ce qu'ils ont à faire, ils le savent aussi, c'est qu'on va construire ensemble cette force régionaliste pour l'avenir, pour la Bretagne, parce qu'il faut régionaliser la France. Il y aura des échéances très rapidement, et c'est celle-là qu'on entend bâtir ensemble et travailler ensemble pour peser justement dans le paysage politique breton pour 2017. Pas de fusion, pas de discussion évidemment, et puis tout simplement la volonté d'aller de l'avant et de préparer justement cette force régionaliste pour les échéances à venir. Olivier Clèche, Christian Troadec qui ne donne pas d'instruction de vote, est-ce que c'est surprenant?
Non, je pense que c'est assez conforme à l'attitude qu'il a eue jusqu'au soir du premier tour. Je pense qu'il est réellement déçu. Je pense qu'il espérait vraiment faire une percée cette fois-ci en capitalisant un petit peu sur le mécontentement, le sentiment d'abandon dont on a beaucoup parlé dans le Centre-Bretagne. Il n'a pas réussi il n'a pas atteint cet objectif-là. Voilà, je pense qu'on voit un petit peu les limites peut-être aussi du mouvement qui a été incarné par les Bonnets Rouges, dans lequel Christian Troadec a été très présent, et dans lequel, encore une fois, Marc Le Fur a lui aussi été très présent. On voit que ce mouvement, finalement, je ne dis pas que ça a été un feu de paille, mais il ne s'est pas transformé sur le terrain politique. Et à l'époque, d'ailleurs, ses leaders ne voulaient pas qu'il aille sur le terrain politique. C'est peut-être même une petite erreur de stratégie qu'il paye aujourd'hui. Alors parlons maintenant du Front de gauche qui a réalisé dans une commune finistérienne son meilleur score régional. C'est à Berrien avec 19,5% des voix. Le candidat Xavier Compin se place donc en deuxième position dans cette commune derrière Jean-Yves Le Drian. Et Camille Pochet était à Berrien ce lundi. À Berrien, petit village d'irréductibles bretons, on vote Front de gauche. Ici, la liste pour une Bretagne sociale et écologique, l'humain d'abord, soutenue par le parti, obtient 19,52% des voix, le plus fort taux de Bretagne pour le Front de gauche. Parce que c'est une région comme ça, une commune qui a toujours voté à gauche. C'est une commune qui était de ce côté-là, et peut-être un petit peu moins maintenant, mais qui est quand même ancrée à gauche. Mes grands-parents, mes parents... C'était toujours comme ça. Historiquement, Berrien, au milieu des monts d'Arrée, est ancré à la gauche de la gauche. Je tiens à préciser que je ne suis pas du coin, mais ça fait quand même une douzaine d'années qu'on est là maintenant. Mais non, c'est une zone qui a toujours été à gauche, de toute façon. On est dans la Bretagne rouge, traditionnellement, historiquement, et depuis le Moyen-Âge. Hein, il y a cette tradition de résistance et de, je dirais, de libre arbitre dans le coin. Le maire, Paul Kemener, est 14e sur la liste Front de gauche présentée dans le Finistère pour les régionales. S'il se dit content du résultat des votes dans sa commune, il est très déçu par le faible 6,70% de suffrages qu'obtient la liste au niveau régional. La différence est simple, c'est que nous sommes une terre de gauche, que les gens continuent à voter à gauche, quoi, tout simplement. C'est juste une logique historique, mais c'est aussi le programme que nous menons qui probablement doit plaire et satisfaire la population. Le Front de gauche ne sera pas présent au second tour des élections régionales. Alors messieurs, avant de clore cette page régionale, une question. Est-ce que les résultats de ce premier tour des élections régionales, je vais trop vite, montrent que la Bretagne a profondément changé? Marcel Kiviger. Je crois que le principal changement, c'est quand même la montée du Front National en Bretagne. On pensait que la Bretagne, de par ses traditions catholiques, de par ses traditions gaullistes... une montée qui est moins forte quand même qu'ailleurs en France. Ouais, mais enfin quand même, on arrive à 18-19% au premier tour, on va peut-être dépasser les 20% au deuxième tour. Là, on peut plus dire que la Bretagne est une région où le Front National n'existe pas. Jean-Marie Le Pen n'atteignait jamais ces scores-là en Bretagne. Historiquement, c'est la première fois qu'on les voit aussi haut. Voilà, donc... c'est quand même un changement profond. Ce qui ne change pas, c'est le Drian, parce que le Drian est là, il tient bien la boutique. D'élection en élection, il tient la marée. Depuis Lorient, il fait un parcours. Historiquement, sur toute sa vie professionnelle, il en est au sommet et il tient la région de façon très forte. Et en même temps, est-ce qu'on peut analyser un changement par rapport à ces élections où seulement un Breton sur deux est allé voter, 48% d'abstention en Bretagne? Tout à l'heure, j'évoquais cette hypothèse d'un relatif affaiblissement de certains amortisseurs, je disais, qui ont consolider un petit peu le tissu social et donc le réflexe civique aussi des Bretons. Je ne veux pas croire que ces amortisseurs-là, ces garde-fous-là s'affaiblissent, mais il est permis de s'interroger. C'est vrai que la Bretagne, entre guillemets, c'est une région qui est en prise aussi sur le monde, qui est balayée par tous les courants qui traversent le pays et qui traversent l'Europe, et on peut supposer aussi que sa société évolue assez en profondeur. Je pense que ce sont des petits signaux, je ne veux pas dire d'alarme, parce que ça pourrait être un jugement de valeur, mais en tout cas d'interrogation, d'interpellation qui nécessite une analyse à la fois très dépassionnée, très froide, mais très très approfondie. Merci beaucoup Marcel Kiviger et Olivier Clèche pour votre analyse. On retrouve ce jeudi à 12h30 en direct sur TBO, un débat avec les têtes de liste régionales présentes au second tour. Et puis dans le reste de l'actualité maintenant.
Améliorer la qualité d'isolation de sa maison, c'est parfois compliqué. Il existe aujourd'hui des caméras thermiques pour détecter les fuites d'air. Reste à comprendre le fonctionnement de cet équipement utilisé par les professionnels. Ce samedi, l'espace Info Énergie du Pays de Morlaix proposait au grand public d'essayer ces caméras et surtout de décrypter ces images. Explication avec Frédéric Lorenzo. Donc la fameuse caméra thermique, donc il y a plein de modèles, ça c'est celle que nous on utilise à l'agence locale de l'énergie. Celle-ci vaut 4 000 €. Découverte de la caméra thermique pour une dizaine d'habitants de Morlaix Communauté ce samedi matin. Avec un technicien de l'espace Info Énergie Éole, les stagiaires d'un jour s'exercent au maniement, mais l'utilisation de l'appareil ne fait pas tout. Pour le moment, hein, en fait, on ne sait pas interpréter et puis on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on veut chercher, quoi. L'idée, c'est de traquer les fuites d'air des bâtiments, fenêtres, toits, murs. Les rayonnements émis doivent mettre sur la piste de fuite, mais reste à interpréter les images obtenues par la caméra. C'est intéressant, ça permet effectivement de donner des pistes. Bon, effectivement, peut-être un diagnostic professionnel est peut-être plus efficace qu'un particulier qui va louer ce type d'outil, mais ça permet déjà de dégager pas mal de pistes de recherche d'amélioration sur un bâtiment en tous les cas, je pense. C'est vrai que c'est un outil qui peut être intéressant pour mettre en avant des déperditions et donc un outil presque que je dirais trop accessible compte tenu du manque d'informations et de compétences pour l'utilisation. Les matériaux eux-mêmes ont des différences de température et de réaction, ce qu'on appelle l'émissivité des matériaux. Donc si on thermographie du bois ou du parpaing par exemple, on n'aura pas du tout les mêmes images. Donc on peut interpréter ça comme des déperditions qui n'en seraient pas forcément. Retour dans la salle de réunion pour le décryptage des images, indispensable pour analyser les photos et détecter les fameuses fuites d'air synonymes de déperdition de chaleur. J'ai fait effectuer des travaux d'isolation extérieure sur 2 pans de ma maison. Aujourd'hui, ma démarche pour continuer l'isolation, je dirais, pour bénéficier des économies d'énergie, acquérir un plus grand confort. Les espaces Info Énergie comme Éole accompagnent les particuliers dans leurs travaux d'isolation. Il existe des aides plafonnées à 8 000 € tous les 5 ans pour améliorer l'efficacité thermique et ainsi alléger la facture d'énergie. Voilà, et tout de suite on passe à l'instant sport. Ludovic, on démarre avec du foot et la Coupe de France plus exactement, puisque 3 clubs finistériens jouaient ce week-end, à commencer par Brest, qui s'est fait sortir par Saint-Brieuc. Oui, avec une prestation affligeante de l'aveu même d'Alex Dupont, l'entraîneur brestois. Et pour le coup, on ne peut que lui donner raison, car le Stade brestois est complètement passé au travers de ce match. 3 divisions séparées pourtant les 2 équipes au coup d'envoi. Mais c'est bien Saint-Brieuc qui domine les débats et qui ouvre la marque dès la 7e minute par l'intermédiaire de Méoté. Domination outrageuse, même des Briochins qui vont alourdir la marque à la demi-heure de jeu sur un contre rondement mené que l'on va tout de suite voir. Centre de parfait de Bourillon pour la tête de Quimper qui joue bien à Saint-Brieuc. Saint-Brieuc qui aurait même pu l'emporter plus largement sans quelques parades de Donovan Léon, le remplaçant de Johan Hartog dans les buts brestois. Défaite inquiétante, 2-0 donc du Stade brestois qui sort par la petite porte. Et vous allez l'entendre, le brestois Grégory Lorenzi et Alex Dupont, l'entraîneur, ne mâchez pas les mots suite à cette élimination. Je pense que ce soir on a fait tout simplement une faute professionnelle, il n'y a rien à dire. Saint-Brieuc mérite amplement sa victoire, on a très très mal entamé le match, ils nous sont rentrés dedans, on n'a pas gagné un duel, pas un deuxième ballon. Vous savez, quand des équipes comme ça, lorsqu'il n'y a pas un minimum d'agressivité, vous ne pouvez pas espérer quelque chose. Quand on ne met pas les ingrédients qu'il faut dans un match de coupe, dans un match de Coupe de France, les valeurs se nivellent. La victoire de Saint-Brieuc, la qualification, et je les en félicite, est tout à fait méritée. Ils ont fait un très bon match. C'était quasiment plié à la mi-temps. Sur le contenu de la première mi-temps, c'était affligeant. Et puis, oui, des mots assez forts. Et puis, toujours en Coupe de France, nous avons perdu notre petit poussé puisque Saint-Renan a perdu face à Rennes. Déception en effet pour les joueurs de Saint-Renan qui quittent la compétition après un beau parcours malgré tout, mais la logique a cette fois-ci été respectée face à une équipe de la TA de Rennes qui évolue 3 niveaux au-dessus en championnat. Saint-Renan vite mené au score et qui va ensuite devoir évoluer à 10 contre 11 après l'expulsion d'un de ses joueurs. Dès lors, la marche devient trop haute pour le petit poussé breton. Lourde défaite 4-0 des joueurs de Ronald Ferrelec qui s'arrêtent donc malheureusement aux portes des 32e de finale. On voit ici le 4e but inscrit par la TA de Rennes.
Comme une bonne nouvelle pour finir en Coupe de France, puisque Concarneau reste dans la course. Ouais, l'US Concarneau qui s'est imposé 2-0 samedi soir face à Châteaubriand et qui sera donc la seule équipe finistérienne au rendez-vous des 32e de finale. On va tout de suite voir les buts. Des buts inscrits en fin de rencontre. Le premier à la 70e sur une tête de Gégous. Et le second dans les arrêts de jeu par l'intermédiaire de Corée. Un but qui a beaucoup fait parler de lui depuis. Vous allez le voir, ça chambre un petit peu avec Corée qui va s'arrêter juste devant la ligne, qui va se mettre à genoux et qui va marquer de la tête. Résultat, début de bagarre générale, expulsion du gardien de Châteaubriand. Bref, une victoire un peu ternie par cette fin de rencontre houleuse. On retiendra quand même la qualification de Concarneau pour les 32e, dont le tirage aura lieu ce lundi soir à 19h et qui sera marqué par l'entrée en liste des clubs de Ligue 1, les rencontres qui auront lieu les 2 et 3 janvier prochains, Pauline. On termine rapidement, Ludovic, avec un petit mot de cyclocross et le championnat de Bretagne qui se tenait à Kerlouan dimanche. C'est un rendez-vous incontournable de la saison pour tous les amateurs de cyclocross. Forte affluence sur le site de Ménéam à Kerlouan avec pas moins de 70 coureurs au départ de la dernière épreuve pour se disputer le titre de champion de Bretagne élite messieurs. Et en l'absence du Morbihanais Yvan Gicchio, champion en titre, c'est un costarmoricain, Florian Lecor, qui s'est imposé. Le coureur de Dinan s'est livré à une belle bagarre durant près d'une heure avec le coureur de l'Oudéac, Clément Baumé. Ce sont ces deux hommes que l'on voit à l'image. Et c'est finalement Florian Lecor qui s'impose au sprint et remporte son 9e titre de champion de Bretagne. Les infos dans Multisport cette semaine. Merci beaucoup Ludovic, on vous retrouve lundi prochain. Merci messieurs. Moi je vous retrouve demain, même heure pour une nouvelle émission. Et d'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.